Combattant sur le ring, Jérôme de Tichet, le fondateur de Comet et président de Ethereum France, et Gilles Cadignan, fondateur et président de Woolit. Quelque chose me dit qu'ils ne sont pas tous d'accord en ce qui concerne les NFT. On a hâte de vous entendre. Merci beaucoup, merci Nicolas. Bonjour à tous et toutes. Je suis en effet ravi d'animer ce choc des titans. Oh waouh. Le duel Carrément. de deux sumos de la crypto, c'était pour la rime. Et pour faire ce face-à-face de haut vol, donc Gilles Cadignan, vous êtes président et cofondateur de Woolit, une solution de certification des documents d'entreprise grâce au protocole Bitcoin. Face à vous, Jérôme de Tichet, fondateur de Comet, un jeu qui repose sur la blockchain et les NFT. Tout à fait. Et vous êtes également président de Ethereum France, un protocole sur lequel reposent grandement les NFT. Un duel donc autour des non-fungible tokens. Cette preuve numérique, puisqu'on va la définir rapidement, c'est une preuve numérique unique, un certificat de propriété infalsifiable, traçable, inscrit dans la chaîne de blocs, vous permettant, mesdames et messieurs, d'acquérir pour la modique somme une image de poubelle, 252 000 $, les notes manuscrites de Hey Jude, entre 50 000 et 70 000 $, le premier SMS de l'histoire pour 107 000 €, si vous êtes intéressé, le premier tweet du PDG de Twitter, alors là c'est pour les hauts patrimoines, pour 2,9 millions de $, une corne de rhinocéros en NFT, vraiment donnée à 6 000 €. C'est pas cher, c'est pas cher. Etc. Le tout ayant généré en 2021 40 milliards de $, de NFT échangés sur l'année. Les NFT, bulles spéculatives ou futures de la finance. Pour démarrer donc ce duel, j'ai choisi de vous donner un peu carte blanche tous les deux. Vous avez 1 minute, un petit peu plus, pour défendre votre position. Vous avez choisi d'ailleurs une image. On va commencer avec l'ode au NFT par Jérôme de Tichet. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Marcel Duchamp aurait fait son urinoir en NFT, mais peut-être. Donc je suis pas vraiment rompu à l'exercice des autres, donc je me suis permis de prendre quelques notes. Et je voudrais soutenir que vive les NFT qui ouvrent les portes de la blockchain aux biens immatériels. Vive les NFT qui offrent un nouveau médium d'expression artistique. Vive les NFT qui portent un réseau de distribution international et transparent dont les royalties sont distribuées automatiquement et en temps réel. Vive les NFT qui accueillent chaque jour des milliers de nouveaux utilisateurs dans la blockchain. Vive les NFT qui ont engendré une première licorne made in France avec Sorare et supportent la croissance d'autres entreprises et autres licornes comme Ledger. Vive les NFT dont l'interopérabilité, et plus ça, c'est ce qui me concerne, offre une perspective jamais vue pour le gaming depuis le jeu en réseau. Et vive les NFT qui donnent aux marques, aux artistes et aux associations une opportunité, un support inédit pour impliquer leurs partisans. Vive les NFT dont la France regorge de talents qui innovent chaque jour un peu plus. Vive les NFT qui n'ont besoin de rien si ce n'est de la blockchain pour exister, et vivre et survivre. Et puisque nous sommes en période électorale, vive les NFT, vive la République et vive la France. Il va falloir répondre à cette offensive, cher Gilles Cadignan, donc de Woolit. Vous êtes lancé dans un j'accuse. Alors oui. Alors NFT, non-fungible token. 3 lettres comme une incantation. Quand on les prononce, on paraît tout de suite plus intelligent, on est tout de suite à la mode au niveau technologique. Mais quand on gratte un peu en termes de technologie, on a un lien cryptographique entre une donnée ou une métadonnée et la blockchain. Alors la blockchain, parlons-en. La blockchain qui a été une grande pourvoyeuse de mode en tout genre. Hein. Vous vous souvenez peut-être des ICO en 2017-2018. Qui était censé révolutionner la façon dont les startups se finançaient. Aujourd'hui, on est en 2022 et plus personne ne fait d'ICO. Donc, les NFT, pour moi, qu'est-ce que c'est réellement? Pour moi, c'est un nouveau grand transfert de l'argent de la poche de personnes crédules qui pensent qu'elles vont réussir à vendre leur JPEG monstrueux
pour quelques millions dans quelques années, ou alors les départements innovation du CAC 40 qui pensent participer à la grande révolution technologique du métaverse, vers les poches de ceux qui sont un peu plus malins, qui arrivent à bien timer leur action pour surfer sur cette nouvelle vague et du coup profiter au maximum le temps que ça dure. Parce que, croyez-moi, ça va pas durer, comme toutes les modes. De toute façon, c'est trop tard pour les NFT. Il faut que vous soyez sur le nouvel hand spinner technologique qui est les DAO aujourd'hui. Les NFT, c'est fini. Donc voilà pour ma part. Et l'image que vous avez choisie, Gilles, juste pour qu'on en explique, on a compris qu'avant c'était New York un peu tokenisé en NFT, et celle-ci? Alors c'est très intéressant, c'est une œuvre d'art qui a été réalisée par un artiste qui a copié-collé toute une collection de NFT et représenté une souris qui fait un clic droit copier pour démontrer un peu l'absurdité de cette technologie, dans le sens où Jérôme parlait tout à l'heure des droits d'auteur. En fait, aujourd'hui, rien n'empêche personne d'utiliser les images qui sont représentées par ces NFT. Un copier-coller, quoi. Exactement. Le copy-paste, et donc c'est une œuvre d'art qui représente ce copy-paste. Et l'image précédente était Times Square, lors de la conférence NFC New York City, qui avait lieu en novembre l'année dernière, je crois. Donc on l'a compris, pour Gilles, on n'est pas loin du terme bullshit en fait. Jérôme, si vous deviez répondre justement à cette crédulité, donc des petits malins qui utilisent un protocole qu'on va un petit peu expliquer pour faire de l'argent et de la spéculation. Alors, pour qu'il y ait bullshit, arnaque, argent, spéculation, il faut forcément qu'il y ait un marché très attractif, en forte croissance, avec énormément d'engouement du public et des médias pour ce marché, et aussi quelques acteurs importants et quelques acteurs renommés d'autres industries qui s'y mettent, pour que, faisant la nouveauté de ce marché, il y ait un intérêt pour des mauvais acteurs de se faire passer pour des bons. Parce que comme c'est très nouveau, c'est très difficile de dégager le bon grain de livret. Donc forcément, il y a des arnaques, il y a des événements où des œuvres d'autres artistes sont abusées dans ce contexte. Il y a des arnaques, c'est sûr, mais il y a aussi énormément d'artistes bien renommés, bien réels. Alors, Kevin Abosch, un Irlandais qui est photographe à l'origine, fait des choses en NFT qui sont merveilleuses. Ai Weiwei, que vous connaissez peut-être pour son travail plastique, fait des NFT aussi. Takashi Murakami est impliqué aussi là-dedans. Et même hors de la sphère strictement artistique plastique, vous avez des acteurs comme Snoop Dogg qui retirent leur catalogue pour les mettre en NFT. Pascal Boyard, qui sont aussi très impliqués dans la scène française. Donc il y a des acteurs qui font vivre ce marché, qui leur ont donné une... Gilles, c'est adoubé par Snoop Dogg, par les célébrités, donc c'est forcément valable. Oui, voilà, forcément, Paris Hilton, je sais plus le Melania Trump. Comment il s'appelle déjà. Enfin bref, Melania Trump qui a sorti sa propre plateforme de NFT. Alors évidemment, comme dans toutes les nouvelles technologies, on va pas forcément tout jeter par la fenêtre. Mais moi, ce que je dénonce, c'est l'emballement en fait sur une technologie qui est somme toute assez vieille, qui date de 2014. Qui a été un peu remise au goût du jour, mais en fait c'est pas nouveau les NFT. Par contre l'engouement et l'hystérie, enfin moi je parle d'hystérie, il est clairement nouveau, il a 1 an à peu près je dirais. Et on a des excès, on a des arnaques, typiquement le wash trading pour moi c'est un gros problème sur les NFT, le fait qu'on puisse créer comme dans le marché de l'art classique d'ailleurs son propre marché en se rachetant à soi-même ses propres œuvres. Sauf que là, avec la technologie, c'est devenu encore plus facile, quoi. Le wash trading. Je voudrais réagir sur le wash trading parce que c'est vrai que on peut facilement, si je veux faire monter la cote des NFT de mon jeu vidéo, je vais téléphoner à Gilles et lui dire Gilles, sois sympa, achète-moi ce NFT et puis je te le rachète et puis on fait monter la cote. Néanmoins, pour que ce trade apparaisse, il faut qu'il soit fait sur une plateforme qui se sert au passage en termes de frais. Donc ça me coûte 2,5% à peu près sur la plupart des places de marché pour faire mon wash trading. Bon, ça a un coût, effectivement, mais ça permet à n'importe qui de voir qu'il y a de l'activité dessus et puis seulement de dire, en fait, cette adresse, ça doit être Gilles, ça doit être Jérôme, ils sont en train de pumper leur collection de NFT, c'est quoi ce bazar? Et je trouve que néanmoins, le fait que ça se fasse en toute transparence dans la blockchain, c'est au moins un avantage comparatif par rapport au marché de l'art classique où moi je voulais acheter une lithographie d'un artiste et je me demandais ça cote combien cet artiste en fait, et c'était très 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 difficile pour moi de trouver cette donnée, voire même d'accéder à de la base de données professionnelle pour savoir combien vaut une lithographie de Escher par exemple.
la transparence de la blockchain. Et justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que la technologie sous-jacente au NFT, alors c'est le moment où il ne faut pas vous endormir parce qu'on va avoir un peu de technique, est-ce qu'elle est réellement novatrice? Tu disais que depuis 2014, il y avait les CryptoKitties où on pouvait acheter des petites images de chats. Est-ce que réellement il y a un intérêt, comme le protocole du Bitcoin prouve depuis 10 ans qu'il est opérable et sans faille? Est-ce que réellement la technologie, donc qui est essentiellement Ethereum, est novatrice? Alors, encore une fois, la technologie, on peut pas la jeter complètement. D'ailleurs, mon entreprise, ce qu'elle fait au final, c'est des sortes de NFT puisqu'elle va lier des données à la blockchain. Le NFT introduit quand même quelque chose qui est très important, puisqu'on voit le titre de ce panel qui est sur la spéculation. Elle introduit la possibilité de trader ces tokens et de se les échanger de pair à pair, de se les vendre en fait, et donc de créer un marché. Donc voilà. Donc quand on sécurise un document avec Wallet, on va pas vendre le document avec la blockchain. Mais du coup, la technologie en elle-même, c'est vraiment une liaison entre, souvent même pas une image, souvent ce sont des métadonnées qui représentent des choses. Et l'œuvre en question, parce qu'on parle d'art hein, principalement, mais il n'y a pas que l'art, il y a les jeux vidéo, il y a d'autres cas d'usage, mais on parle surtout des œuvres d'art. L'art en lui-même existe sans le NFT, en fait. Le NFT, au final, c'est une signature, une sorte de preuve d'achat, en fait, d'un lien avec quelque chose d'unique, mais l'œuvre en elle-même, l'art numérique n'a pas attendu les NFT pour exister. Donc avec les NFT, on a réussi à rendre le trade de signature d'œuvres numériques facile via la blockchain, en fait. Donc est-ce que ça apporte quelque chose de vraiment disruptif? Pour moi, pas vraiment. Ça va créer un nouveau marché, mais comme on le voit actuellement, le marché de l'art du NFT est pas tout à fait encore mergé avec le marché de l'art classique. On a quand même deux mondes parallèles avec des artistes qui travaillent uniquement dans le monde des NFT et le marché de l'art traditionnel a beaucoup de mal justement à s'y intéresser parce que c'est pas forcément ils ont pas beaucoup de choses en commun en fait. Souvent les gens qui font le marché des NFT, c'est des gens qui ont énormément de crypto-monnaies et qui ont la puissance marketing pour faire monter le niveau d'awareness de leur connexion dans des communautés purement crypto. Donc aujourd'hui, ça concerne un petit monde de Happy Few qui a plein de cryptos et qui s'amuse un peu avec et qui spécule avec en fait. Okay, donc pas novateur, mais simplificateur, on va dire. Je suis à la fois d'accord avec toi et je voudrais apporter quelques précisions là-dedans. Effectivement, il y a un ethos qui est propre à la crypto, qui est propre à l'écosystème blockchain là-dedans, et propre un peu à la création d'un mouvement culturel lié à la blockchain autour de ça. Techniquement parlant, quand vous avez un NFT, quand vous regardez un NFT, vous regardez un endroit dans la blockchain, et à cet endroit, vous avez un propriétaire et des métadonnées. Des métadonnées qui peuvent être un lien vers un site internet qui disent voilà, ça c'est la vidéo et tout ça. Ça c'est pour les NFT, je dirais, les plus basiques, les plus naïfs. Mais pour l'artiste, ça représente une façon potentiellement de dire l'œuvre originale c'est celle-là. L'œuvre originale c'est ce NFT que j'ai signé et que j'ai émis. Et si dans 100 ans vous voulez créer mon catalogue raisonné, vous pouvez interroger la blockchain sur toutes les émissions que j'ai pu faire et retrouver tous les NFT que j'ai créés. Maintenant, le lien dans les métadonnées qui vous emmène vers un site, qui vous emmène vers une image, celui-ci il a un problème de permanence qui est complètement différent de celui de la blockchain. C'est-à-dire que si le site sur lequel c'est hébergé tombe, vous pouvez potentiellement avoir des problèmes. Et puis vous laissez peut-être à un tiers le fait de mettre à jour tout ça. Donc pour les NFT les plus basiques, vous avez ce lien vers un site web qui n'est pas forcément aussi permanent et aussi résistant que la blockchain. Néanmoins, des NFT plus évolués, peut-être plus propres, plus naturels à la blockchain, je dirais, comme prenons les CryptoPunks, par exemple. Les CryptoPunks se reconstruisent à l'aide de la blockchain. Donc vous héritez complètement des propriétés de permanence de la blockchain liées à ce NFT. Et quand on réfléchit sur qu'est-ce qui donne un bien ou un objet de collection sa valeur ou sa permanence dans le temps, c'est le fait qu'il soit très difficile à détruire, qu'il existe, qu'il ait une existence qui est hors
voilà, cette table, s'il était en papier, je me dirais, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter une table en papier. Par contre, une table en métal, ouais, ok, je me sens que ça va être résistant. Alors un NFT, je sais qu'il est là pour toujours, et il est d'autant plus là pour toujours qu'il essaie de se reconstruire dans la blockchain. Et cette reconstruction dans la blockchain est quelque chose qui, j'imagine, va donner plein de créations pour les artistes, de voir comment est-ce qu'on peut faire varier l'œuvre par rapport à ce que fait la blockchain, faire varier l'œuvre par rapport à ce qu'a été la blockchain et ce que sera la blockchain, lier ces métadonnées à quelque chose d'évolutif. Et pour reprendre les premières applications de NFT qui étaient citées tout à l'heure, CryptoKitties, donc c'est pas 2014, 2017, donc néanmoins c'est quand même assez, c'est pas En fait, il y en avait avant sur la Namecoin, qui était un fork de Bitcoin en 2014. Les premiers NFT étaient sur Namecoin. Et sur CryptoKitties en particulier, en 2017, une des innovations était de dire, vous avez des NFT, ils sont liés à un algorithme de génération génétique, puisque chaque CryptoKitties avait des gènes, et mélanger des CryptoKitties permettait de créer d'autres CryptoKitties et laisser la blockchain faire ses générations. Et ça, pour un jeu de chat à collectionner, c'était déjà très novateur, quoi. Non, mais je voulais revenir sur CryptoKitties. En fait, on était aussi sur un peu je vais reprendre ce mot, mais une mode en fait, un peu comme les Tamagotchi à l'époque, où on a eu pas mal d'intérêt sur les CryptoKitties pendant une courte période. D'ailleurs, cet intérêt était tellement grand qu'il a mis en danger un peu la chaîne Ethereum. Mais derrière, c'est retombé. Alors, depuis, ils se sont réinventés, ils ont créé Axie Infinity, mais je ne sais pas où en sont les CryptoKitties de 2017 aujourd'hui en termes de demande. Un marché, c'est outre les propriétés technologiques du NFT, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait un intérêt. Donc moi, je crains que l'intérêt il tombe au gré de la mode et voilà. Alors historiquement, on a ces effets de mode, c'est sûr, mais on les a eu aussi. Si vous avez collectionné les stickers de joueurs de foot. Les albums Panini. Voilà, pour ne pas les citer, un album Panini de l'année, ça vaut quelque chose. C'est un peu moins cher. De l'année d'avant, ça vaut aussi quelque chose. Et l'album Panini de l'année suivante, quand on est 5 ans après le championnat de 2022, en 2027, les Panini de 2022, ils valent plus grand-chose. Par contre, dans 20 ans, dans 30 ans, on apporte une certaine nostalgie, on apporte quelque chose et on les retrouve. Et ça a été le cas d'ailleurs pour un ancêtre de CryptoKitties qui s'appelait Mooncat. Les Mooncat ça avait fait un flop, ça avait un tout petit peu été sous le feu des projecteurs et encore, à l'époque on ne savait pas trop quoi faire avec ces NFT. Et récemment, ils ont eu un nouveau revival. Donc il y a un aspect nostalgique aussi là-dedans. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, quand la blockchain sera partout autour de nous, qu'on aura des nouveaux protocoles, des anciens protocoles qui auront survécu ou pas, on se dira, mais il y a encore des CryptoKitties, quelqu'un pour en procurer un, est-ce qu'on ne pourrait pas en bride encore un autre? Et c'est un mouvement culturel là-dedans, je pense. C'est vrai que c'est faire le pari que l'usage que nous rechercherions bientôt, c'est de rechercher la rareté en fait. C'est de dire les gens vont vouloir acheter de la rareté numérique. Est-ce que donc toi tu y crois? On va être dans les métavers, dans les mondes fictifs, on va chercher à acheter de la rareté. La rareté, disons que si on aime les belles choses, si on aime collectionner, si on aime quelque chose en particulier et que prenons NBA Top Shot, encore une application liée au sport, où on collectionne des actions de NBA qui sont célèbres ou qui ont été époustouflantes. Effectivement, si je suis un fan de NBA, je vais essayer de trouver ou de collectionner la meilleure action de mon joueur préféré. Donc ça revient c'est de l'émotionnel à ce moment-là. Maintenant, sur nous aujourd'hui, on a, je sais pas, ton téléphone dans les mains, j'imagine que tout ce qu'on possède comme souvenir, ce qu'on a sauvegarder une vidéo, sauvegarder un portrait, sauvegarder un tableau, prendre une photo, tout ça, ce sont des objets numériques qu'on conserve sur nous. Ce qu'apporte la blockchain, et on s'en sert parce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de partager une photo, c'est de se l'envoyer sur une messagerie. Donc, en se projetant dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si on s'imagine qu'on va faire de plus en plus de télétravail, être de plus en plus en connexion les uns avec les autres sans être en présentiel, nécessairement, parce que aussi la technologie a évolué, nous permet d'avoir des meetings qui sont de plus en plus immersifs, où on a de plus en plus la façon d'interagir avec quelqu'un comme si on était à côté de lui. À ce moment-là, la blockchain offre un registre qui est très élégant pour conserver des objets numériques qui peuvent avoir une rareté, une vertu décorative. Reprenons l'exemple de cette table, peut-être que c'est un designer connu et il s'est dit je vais en faire une version pour une salle de réunion numérique et je vais la vendre et je vais me mettre d'accord avec Microsoft ou Meta qui fournira la salle de réunion numérique de reconnaître mes NFT et pas ceux qui sont des copies par exemple.
carrément ce débat. On pourrait tokeniser ce débat et le revendre Tout à fait. pour son côté anthologique, évidemment. Est-ce que les valorisations des jetons d'abord, parce que j'ai donné quelques exemples, mais est-ce que c'est complètement décorrélé de la réalité? Est-ce que c'est complètement fou? On est vraiment au début de la vague. C'est ma première question. Et après, ça porterait sur les sociétés en elles-mêmes. On a Sorare, on a OpenSea, qui sont ces nouvelles plateformes d'échange ou d'achat de NFT. Voilà. Est-ce qu'on part comme la tech sur des valorisations stratosphériques et injustifiées? Alors sur les jetons en eux-mêmes, dans la presse on entend toujours parler des montants, hein, c'est ça qui fait les gros titres. Je me souviens notamment du Beeple qui avait fait je sais pas combien de millions. On peut se poser des questions hein, quand on voit qu'un NFT d'un JPEG somme toute assez simple vaut plus qu'un Basquiat ou qu'un Picasso. Voilà, on peut se poser des questions. Mais après, c'est l'offre et la demande quand il s'agit d'une vraie demande, quoi, parce qu'encore une fois, on peut avoir dans les NFT des gens qui sont à la fois jugés partis et qui montent des collections pour vendre d'autres collections, etc. Après, sur les valorisations, si on prend une société comme Sorare, je pense que la valeur de Sorare est pas forcément uniquement dans le NFT, elle est surtout dans le fait que c'est un jeu qui intéresse pas mal de personnes. Tu parlais tout à l'heure de NBA Top Shot, le fantasy football ou le fantasy basketball, c'est quelque chose qui intéresse les gens et qui a beaucoup d'utilisateurs. Et Sorare a créé une application avec plein d'utilisateurs, de l'activité économique. Donc pour collectionner, juste pour expliquer, des cartes de joueurs de foot en fait. Voilà, et sur ce point, moi j'aimerais revenir sur quelque chose parce que on est dans le cas de Sorare et dans le cas de NBA Top Shop, sur de l'exploitation d'images, de choses qui sont extrêmement surveillées. Le monde du foot, par exemple, on peut pas faire, en termes de droit d'image, on peut pas faire plus centralisé que le foot. En fait, si on n'a pas donné à l'agent, au club, et donc on a aujourd'hui des plateformes qui se mettent en place, comme Sorare, ou même on peut parler d'OpenSea. Et en fait, on perd un peu cet aspect décentralisé de la blockchain parce que on a des plateformes qui arrivent à censurer, qui arrivent à prendre des droits. Et en fait, on se demande, est-ce qu'on avait besoin de blockchain pour ça? Puisque de toute façon, les droits sont contrôlés, il faut redistribuer aux différents ayants droit. Et je pense qu'il y a plein de cas où les plateformes prennent trop d'importance. Facebook va monter son Metaverse. Bon, c'est Facebook qui va le maîtriser, qui va censurer. Donc en fait, pour tout ça, pour moi, on n'a pas besoin de blockchain. L'invention, elle n'est pas faite pour ça. Sur ces plateformes, il y a moins l'avantage que le NFT en lui-même porte l'opt-out. On peut dire, je ne passe pas par la plateforme. On peut toujours contacter quelqu'un en privé pour lui dire, ah, j'ai vu que tu vendais ton CryptoKitties 2 Ethers. Est-ce que tu veux bien me le vendre pour 1,90 et négocier avec la personne puis faire... En fait, il y a opt-out, mais comme OpenSea et d'autres plateformes... Opt-out, juste pour qu'on explique, c'est pouvoir sortir de l'écosystème d'une plateforme pour pouvoir l'acheter ailleurs. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de plateformes. C'est pas le cas majoritaire. La plupart des gens passent par les plateformes. Oui, bien sûr, la plupart des gens passent par les plateformes. Et à ce moment-là, la plateforme prend ses frais de transaction parce qu'elle fait tourner la plateforme et qu'elle en fait la publicité et qu'elle en assure un certain maintien, je dirais. Maintenant, sur les valorisations en elles-mêmes, effectivement, les entreprises qui font des NFT ou qui font des applications blockchain en général sont bien valorisées, trouvent assez facilement des fonds en général dans le capital risque, parce qu'il y a un engouement pour cette technologie qui est porteuse d'une extension numérique de ce qu'on fait aujourd'hui. Et une des raisons pour lesquelles les valorisations peuvent sembler très grandes et peut-être un peu disproportionnées, c'est que le savoir pour faire fonctionner cette technologie est encore rare, il est encore difficilement accessible. Donc quand on a en face de soi en tant que capital risqueur une équipe qui est formée, qui a déjà délivré des produits, qui sait faire, on sait qu'ils vont aller beaucoup plus vite que tous les autres qui cherchent à s'y mettre. Donc il y a ça aussi dans ces valorisations qui peuvent étonner que, Sorare est arrivé avec une valorisation à plus d'1 milliard. Bon, il se trouve que, comme tu le disais, c'est contrôlé les images des joueurs, donc il faut acheter des licences, il faut acheter tout ça. Mais quand Consensus... Sorare fait du chiffre, c'est surtout ça. Voilà. Sorare est déjà rentable. Quand Consensus est valorisé 7 milliards, ça indique aussi la portée de cet écosystème, quoi. Si je vous écoute bien, il y a quand même une opportunité un peu spéculative, hein. Si on s'y connaît, si on passe du temps.
En ce moment, c'est 2% des Français, c'est la DAN qui a sorti cette étude, qui ont choisi d'investir dans un type particulier de crypto-monnaie, les NFT, quand même donc 2% selon cette étude. Quand on voit la rentabilité des autres produits financiers un peu plus classiques, en plus, dans une période d'inflation qu'on est en train de traverser, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement encourager et dire allez-y, on peut augmenter le chiffre des 2%, allez-y, investissez et puis... Les 2% en question, en fait, sont donc la DAN est l'association qui défend les intérêts des acteurs du numérique, en particulier de la blockchain en France. Sachez que les nombres qui sont cités par la DAN sont à peu près les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les rapports de la Banque de France sur la perméabilité des Français aux crypto-monnaies. Ils sont à peu près 2% aussi à avoir des crypto-monnaies. Maintenant, est-ce qu'il faut conseiller à tout le monde d'acheter des NFT, d'investir dans les NFT? C'est un pas que je ne franchirai pas, personnellement. Nous, on fait des jeux vidéo. Si vous voulez venir jouer à notre jeu vidéo, pas besoin de NFT. Vous pouvez jouer sans rien. Par contre, vous allez accumuler des NFT parce que les actifs du jeu sont des NFT. Voilà. Mais je veux dire que c'est comme je le disais au tout début, c'est un marché qui est naissant, qui a énormément de très bons acteurs, énormément de projecteurs sur lui. Voilà. Mais cet engouement crée aussi un appât du gain pour des mauvais acteurs qui ne livreront pas ce qu'ils ont prévu, ne feront pas ce qu'ils ont prévu de faire, vont potentiellement faire plof, vont faire un flop ou manipuler le marché. Donc caveat consules. Voilà, il faut faire attention quand on regarde des NFT à ce qu'on est en train de manipuler et ne pas y aller les yeux fermés, parce que c'est au moins, à tout le moins, prendre plaisir à acheter ce qu'on achète. Si vous aimez cette image de clic droit multi-NFT qu'a proposé Gilles, peut-être que ça vaut le coup de l'acheter juste pour l'avoir pour soi. Oui, mais il se trouve que ce n'est pas un NFT, justement. Faites-en un NFT alors. Alors, moi, je vais prendre le caveat et je vais le multiplier par 100. Et encore, je vais faire un retour sur les ICO. En 2017-2018, toutes les 5 minutes, il y avait une ICO qui se créait et beaucoup de personnes ont investi dans plein d'ICO et dans 95%, et encore je suis gentil, des cas, ils ont perdu leur argent. Évidemment, il y a une petite minorité qui s'est fortement appréciée avec le temps, mais du coup, il faut faire super gaffe. Typiquement, sur les collections qu'on retrouve sur OpenSea, on a le droit d'aimer une croûte et de l'acheter, par sentiment, mais il faut pas espérer la revendre x10. Et souvent, la motivation des gens, c'est ça, c'est l'appât du gain, c'est multiplier son capital par un facteur. Donc aujourd'hui, il faut faire super attention. Et je pense que les gens qui font les meilleures affaires sur les NFT, ce sont les initiés qui connaissent des projets depuis le début, qui savent comment faire le marketing, qui savent quand les vendre surtout. Donc en fait, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus, il y a les aspects technologiques qui font que c'est compliqué, qu'on peut facilement se les faire voler, que c'est compliqué à sécuriser. Donc pour moi, je dirais faire attention sur l'achat de NFT. Ça, si après ce débat, vous avez été convaincu de l'attrait des NFT et de l'importance des NFT et à quel point ce sera présent dans vos vies sur les 10 années à venir, plutôt que de chercher le bon NFT, il y a des jetons qui représentent l'activité de plateforme NFT. On a parlé beaucoup d'OpenSea quand on parlait d'un concurrent, LooksRare, 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 qui dit être complètement décentralisé, qui a envoyé son token à tous ceux qui avaient déjà fait une transaction sur OpenSea et qui maintenant reverse des frais de transaction de sa plateforme à ceux qui possèdent le token. Donc si vous voulez vous exposer au NFT, vous pouvez certainement vous exposer à travers ce token ou d'autres tokens sans avoir à chercher la collection qui va faire x100, x1000 ou quoi. Voilà un message qui s'adresse aux investisseurs qualifiés dans le public. Je crois que c'est le moment de conclure. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette pédagogie. En tout cas, on a vraiment mieux compris les enjeux des NFT, bulles spéculatives ou futur de la finance. Merci beaucoup, Gilles et Jérôme. Merci de nous avoir prévenus les uns les autres. Merci, chère Jeanne.